J'ai surpris ma femme en train de tromper son amant dans la salle de bain lors d'une fête et je l'ai frappée violemment. Ma fille a témoigné contre moi et m'a accusé de violence conjugale. Ils étaient ravis de m'avoir arrêté. J'aurais dû être fier. Cette nuit-là était censée célébrer tout ce que nous avions construit, 20 ans de mariage, de sacrifices et de rêves partagés. J'avais réservé le jardin des mois à l'avance. J'avais veillé à ce que les lumières soient assorties à la nuance de bleu préférée de Tessa. J'avais coordonné la décoration avec le traiteur pour mettre en valeur ses plats préférés, et j'avais même engagé le même quatuor à cordes qui avait joué à notre mariage. Chaque détail était pour elle, pour nous. Je me tenais près de l'arche principale, un verre à la main, regardant les invités entrer et sortir, leur rire s'échappant comme de la fumée dans l'air chaud du soir. Et Tessa, elle était magnifique. Sa robe saphir la serrait parfaitement, et ses cheveux ramenés en arrière révélaient les boucles d'oreilles en perles que je lui avais offertes pour notre tante. Je pensais qu'elle était à moi. Pourtant, Clarissa était arrivée de l'université la veille au soir. Elle semblait sincèrement enthousiaste à l'idée d'aider, serrant les invités dans ses bras, servant des boissons, présentant ses amis comme la fille fière que j'avais toujours connue. Je n'y ai pas prêté attention en remarquant leur absence. Je me suis dit qu'elles étaient peut-être parties se rafraîchir ou prendre des photos. Alors, j'ai souri, refait le tour pour saluer quelques amis de longue date et donner l'illusion d'un homme à l'aise. Mais, au fil des minutes, quelque chose s'est serré en moi. Le couloir près des toilettes était plongé dans la pénombre, avec des appliques murales vacillantes qui projetaient de longues ombres. J'ai tourné au coin de la rue, m'attendant à frapper à la porte des toilettes ou à taquiner Clarissa pour avoir entraîné sa mère dans une séance de selfies. Mais au lieu de cela, je me suis arrêté net. Il y a eu un bruit, pas l'eau qui coule, pas les bavardages habituels, un rire étouffé, une respiration haletante, puis j'ai entendu la voix de Tessa, douce, enjôleuse, méconnaissable dans son audace. J'ai appuyé ma main contre la porte des toilettes, j'ai hésité une seconde, puis je l'ai poussée, et tout ce que je croyais de ma vie s'est effondré. Tessa était pressée contre un homme que je ne reconnaissais pas. Sa chemise était à moitié déboutonnée. Ses mains étaient sur son torse. Son rouge à lèvres, celui de ma femme, était étalé sur son cou. La même bouche qui m'avait embrassé ce matin-là, maintenant enfouie dans l'épaule de quelqu'un d'autre. Elle haleta quand la porte s'ouvrit. Mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était de l'irritation, comme si j'avais interrompu quelque chose de sacré pour elle. Et l'homme, lui, ne broncha pas. Il ne bougea même pas. Il avait l'air agacé, comme si j'étais l'intrus. Ma vision se brouilla. Je ne réfléchissais pas. Je réagis, mon poing heurta sa mâchoire avec une force que je ne me savais plus posséder. Il recula en titubant, s'écrasant contre le lavabo en porcelaine, une main heurtant le bord tandis que du sang coulait de sa lèvre. Tessa hurla, stridente, furieuse, et toujours pas honteuse. Sa main se porta à sa poitrine comme si elle le protégeait, le protégeait. Cela me fit une impression plus profonde que la trahison, qu'elle le défende. Puis Clarissa a fait irruption. Je n'oublierai jamais son visage. La façon dont ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Pas vers sa mère, pas vers l'inconnu, mais vers moi. « Papa » a-t-elle crié. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai regardé, la mâchoire serrée, les poings toujours fermés. « Tu devrais demander ça à ta mère. » Mais elle n'a pas regardé sa mère. Elle n'a pas exigé de réponse. Elle n'a pas couru vers moi. Au lieu de cela, elle s'est agenouillée près de l'homme par terre, a posé ses mains sur lui comme s'il était la victime d'un roman d'horreur. Et Tessa, toujours essoufflée, ajustant encore sa robe, me fixait comme si j'étais une étrangère qui avait fait irruption dans son monde sans y être invitée. Je suis revenu dans le couloir, le poids de ce que je voyais traînant derrière moi comme des chaînes. Le couloir me semblait plus long maintenant. Les lumières de la fête dehors vacillaient à travers les fenêtres du jardin, inconscientes de l'orage qui grondait à l'intérieur. Je suis passé devant des gens qui sirotaient du champagne et riaient devant des brochettes de crevettes. Je suis passé devant le gâteau que j'avais commandé, avec la date de notre mariage inscrite en lettres cursives élégantes, devant le collage encadré de photos de notre lune de miel à Santorin. Tout cela est mensonge. De retour près de l'entrée, quelqu'un a trinqué en demandant mon toast. J'ai cherché Tessa du regard, Clarissa. Tout signe de la famille ce soir était censé honorer. Rien. Juste un silence sourd qui s'installait dans mes oreilles. Je me suis penché vers le micro et j'ai forcé un sourire qui s'est effondré dès que j'ai ouvert la bouche. Merci à tous d'être venus,
ai-je dit d'une voix tremblante. Ce soir, il s'agit d'amour, de loyauté et de savoir quand ouvrir les yeux. Le micro a légèrement grincé lorsque je l'ai posé. En m'éloignant, j'ai aperçu des visages confus, des questions murmurées, des gens qui commençaient à sentir que quelque chose n'allait pas. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai poussé le portail arrière et suis entré dans l'air frais de la nuit. Les étoiles brillaient au-dessus de moi, indifférentes à la trahison. Je suis resté près de ma voiture, les yeux rivés sur mes mains tremblantes. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Je n'arrivais pas à croire que la femme que j'aimais plus que tout, celle que je défendais, dont je subvenais aux besoins, que j'adorais, avait fait ça le jour de notre anniversaire. Et notre fille, ma Clarissa, n'était pas seulement témoin de la scène. Elle avait pris le parti de sa mère. Elle avait choisi l'homme qu'elle avait rencontré quelques minutes plus tôt plutôt que le père qui l'avait bordé tous les soirs pendant 15 ans. Je me suis assise au volant, mais je n'ai pas démarré. Le quatuor à cordes jouait un morceau lent et doux en fond sonore. Une musique de fête. Cela ressemblait maintenant à une moquerie. Ce n'était pas seulement une nuit brisée. C'était le moment où ma vie s'était scindée en deux. Et rien, ni la maison que nous avions construite, ni les années que nous avions partagées, ni même le rire enfantin de Clarissa, ne serait plus jamais pareil. Plus après ça. Ils ont appelé la police. Je n'aurais jamais imaginé que, lors de ce qui aurait dû être notre nuit la plus heureuse, je serais menotté et emmené comme une vulgaire criminelle. Mais la trahison change tout. Après être revenu en titubant des toilettes du couloir, submergé par le choc et l'adrénaline, la voix de Tessa s'éleva au-dessus des murmures des invités paniqués. Elle ne se précipita pas pour s'expliquer ou s'excuser. Elle interpella nos invités, orchestrant le récit avec l'aisance experte de quelqu'un qui savait exactement quoi dire. Il a attaqué Landon. Il est dangereux. Appelez la police. Quelques personnes reculèrent, incertaines. D'autres haltèrent et reculèrent. Ma fille, Clarissa, hurla mon nom et se tourna vers Tessa, hochant vigoureusement la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Oui, papa. Arrête. Tu as failli le tuer. Puis Tessa se tourna vers l'un des invités près du portail du jardin. Appelez le 911. Quelques instants plus tard, les sirènes hurlèrent. Des lumières bleues filèrent sur les haies soigneusement taillées du jardin, teintant tout d'une teinte accusatrice. 2 policiers se faufilèrent dans le dédale des invités, s'approchant de moi avec prudence, comme si je continuais à me déchaîner. Je levai les mains, le sang pulsant encore dans mes jointures. Attends, commençai-je. Il faut que tu m'entendes. Ils me coupèrent la parole. Une menotte claqua autour de mon poignet avant que je puisse terminer. Le métal froid semblait irréel, comme attaché au poignet de quelqu'un d'autre, pas au mien. Je regardai et vis Landon appuyé contre le mur de la salle de bain, luisant de sang, une main pressée contre sa lèvre. Son regard était féroce, concentré, tout comme celui de Tessa. Ils se regardèrent, convaincus que j'étais le méchant. Ma gorge se serra. J'aurais voulu crier à Tessa pour lui demander pourquoi, mais l'agent me saisit le bras et me dirigea vers la voiture de patrouille garée sur l'herbe. Les invités s'éparpillèrent, s'écartant comme la mer Rouge, m'ouvrant un étroit passage peuplé de visages stupéfaits et de regards plaintifs. La banquette arrière était exiguë et maculée d'une odeur de cuir et d'antiseptique. Je fixai mon reflet dans la vitre, le visage rouge, les yeux injectés de sang, le costume abîmé par la sueur et les taches d'herbe du combat. Je repensais aux années de matchs de foot du samedi matin, à l'apprentissage du maniement de la batte par Clarissa, aux histoires à lire avant de dormir, et à cette première danse à notre mariage. Ces souvenirs vacillèrent et s'éteignirent, remplacés par une image flamboyante. Les lèvres de Tessa contre un autre homme et leur rire complice. L'agent Rodriguez appuya de nouveau sur la sirène, plus agacé qu'inquiet, et nous descendîmes le portail de l'allée. Les lumières du jardin clignotèrent derrière nous comme des étoiles lointaines qui s'éteignaient dans ma vie. Au poste, j'ai été interpellé comme n'importe quel suspect. Prise d'empreintes digitales, prise de photos, questions personnelles, je restais planté là, hébété, à absorber la réalité, tout ce pourquoi j'avais travaillé était en train de s'effondrer ailleurs. Je n'étais pas dangereux. Mon casier judiciaire était impeccable. Mais rien de tout cela n'avait d'importance lorsque ma femme m'a traité d'agresseur et que ma fille a témoigné que j'étais hors de contrôle. Landon prétendit avoir craint pour sa vie jusqu'à ce que Tessa se porte garante de lui, affirmant qu'elle pensait que j'allais le tuer. Mon cœur battait si fort que je l'entendais. J'aurais voulu leur dire la vérité,
que sa chemise avait été défaite, et que mon cœur était violemment serré par cette révélation, que mon poing avait simplement réagi à l'odeur de la trahison, mais mes mots semblaient sans valeur face à leurs déclarations répétées. J'ai pressé mes paumes contre le mur comme pour tenter de le repousser afin d'échapper à l'humiliation. J'ai passé la nuit dans une cellule de détention, une étroite boîte en ciment avec un lit étroit et des toilettes dans un coin. Le néon au-dessus de ma tête clignotait, bourdonnant comme le dernier souffle d'un moteur en panne. Je me suis recroquevillé sur le matelas fin, mon costume dégoulinant sur le sol, rejouant la fête dans ma tête comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Les rires, la musique, les bougies, tout s'était éteint en quelques secondes. J'ai pensé au visage de Clarissa, debout entre nous, m'accusant de violence, choisissant le camp de sa mère. Les larmes brouillaient ma vue. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé être à nouveau libre, imaginant ses excuses. Son père, je suis désolé, je ne le savais pas, mais je savais que ça n'arriverait pas. Pas maintenant. Don s'est glissé par une petite fenêtre grillagée. Un garde a déverrouillé la porte avec fracas et m'a tendu un sac en papier fragile, un petit déjeuner, des céréales rassis et une brique de lait. Je l'ai regardé, incapable de manger. Chaque bouchée me rappelait la possession arrachée et la confiance trahie. À un moment donné, mon frère Darren est arrivé. Il avait l'air blême mais déterminé, vêtu d'un costume froissé qui témoignait de mon propre désarroi. Il m'avait encore tiré d'affaire, prouvant qu'il était mon seul allié. Il a attendu patiemment que les agents s'occupent des papiers de libération. Je suis sorti en titubant dans la lumière matinale, plissant les yeux pour me protéger du soleil qui me semblait trop brillant, trop indifférent. Darren a passé un bras autour de mes épaules, me guidant tandis que les invités sortaient du portail derrière lui, leur murmure étouffé comme un chœur de jugement. J'ai essayé de me forcer à me voler. Que s'est-il passé à la maison, a demandé Darren à voix basse. Je secouai la tête. C'est toujours là, dis-je en désignant le lieu du crime au loin. Tessa et Clarissa ont dit à tout le monde que j'avais agressé Landon. C'est moi l'agresseur. Il hocha la tête d'un air sombre, la bouche pincée. Ils ont menti, dit-il. On va arranger ça. Preuve d'avocat. Mais alors que nous marchions vers la voiture, je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Aucune manœuvre juridique ne pouvait guérir la blessure qui avait déchiré mon cœur. Le monde que je croyais connaître, le visage de ma femme illuminé par la lueur des bougies, le rire de ma fille résonnant près de la fontaine du jardin, était devenu un paysage de mensonges et d'accusations. Je réalisais que le combat pour ma vie ne faisait que commencer. Mais la victime, c'était déjà moi. De retour à la maison, ma maison, j'eus l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Les serrures avaient été changées, la porte d'entrée inhospitalière derrière sa nouvelle quincaillerie. J'appuyai ma paume contre le bois lisse, espérant qu'il se souviendrait de moi, qu'il reconnaîtrait la forme de ma main, mais elle n'offrit qu'une résistance glaciale. Un panneau était collé sur la porte, défense d'entrée. Les contrevenants seront poursuivis. En dessous, la signature de Tessa, gravée dans le papier, me semblait un couteau. J'ai sorti mon téléphone et composé son numéro, la voix tremblante, essayant d'appeler le mari qu'elle avait connu. Tessa, s'il te plaît, il faut qu'on parle. La sonnerie a retentit 2 fois, 3 fois, puis est tombée sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message implorant une explication, la moindre occasion de parler, même 10 minutes. Je lui ai dit que je l'aimais et que j'étais désolé d'avoir effrayé tout le monde. Mais la messagerie vocale n'a fait que me rire au nez dans un silence glacial. Mon avocat m'a prévenu que la situation empirerait avant de s'améliorer. L'ordonnance d'éloignement temporaire m'interdisait de m'approcher à moins de 50 mètres de la maison de Clarissa ou de Tessa. Le juge m'avait considéré comme une menace sur la seule base du témoignage de Tessa, qui avait déclaré avoir eu peur, ignorant les preuves de sa trahison. Alors, je me traînais jusqu'à un motel miteux à quelques pâtés de maison, traînant la même valise que pour mes voyages d'affaires, celle dont j'espérais qu'elle me ramènerait toujours au dîner de famille. Elle témoignait désormais de mon exil. Les draps étaient fins, la moquette tachée, et le bruit de la circulation dehors me secouait comme si le monde voulait me rappeler que j'étais seul. Je dormais en costume, le corps flasque d'épuisement, incapable de trouver la paix sans le poids de cette ordonnance restrictive qui m'écrasait. Jour après jour, j'étais assis dans la chambre du motel, les documents juridiques étalés sur le petit bureau, à éplucher les petits caractères de l'ordonnance restrictive. La maison que j'avais construite de mes propres mains, dans chaque mur, dans chaque clou, était désormais un territoire interdit. Je revivais des souvenirs dans ma tête, apprenant à Clarissa à faire du vélo dans cette même allée,
surprenant Tessa avec un chameau au petit déjeuner pour notre premier anniversaire. L'odeur de ses cheveux lorsqu'elle s'endormait sur mon épaule. Et maintenant, ces souvenirs me semblaient pollués, comme si les murs qui les entouraient avaient été recouverts d'un voile de mensonges. Après des heures passées à contempler la paperasse, je descendais dans le hall du motel et claquais ma carte de crédit pour un café, laissant le réceptionniste me regarder avec pitié. Puis, j'errais dans le parking, traçant les contours des néons sur le trottoir, essayant d'élaborer une stratégie pour rentrer. Tout le monde dehors semblait croire savoir ce qui s'était passé. Je voyais les gros titres se former dès que je sortais le matin. Un homme d'affaires local arrêté à l'anniversaire de sa femme ou un homme agressant un invité dans un jardin. Même des gens que je connaissais à peine m'apercevaient et détournaient le regard, ou pire, me fixaient avec un jugement à peine voilé. Je me sentais nu. Je savourais l'anonymat du motel, où personne ne connaissait mon nom ni ma marque. Mais l'anonymat ne m'absolvait pas de la douleur. Il ne faisait que souligner à quel point j'étais tombé. Mon frère Darren refusait de me laisser tomber complètement. Il est arrivé un après-midi avec des plats à emporter de notre restaurant préféré et s'est laissé tomber sur le lit étroit du motel à côté de moi. « Il faut que tu manges quelque chose », a-t-il dit en me poussant un récipient en polystyrène. J'ai mangé machinalement. Des œufs, du pain grillé, un café fade, mais ce rituel m'a apaisé un instant. Puis il a sorti un dossier. « Nouvelle requête en modification de l'ordonnance restrictive », a-t-il dit en tapotant le couvercle. Nous avons des preuves irréfutables. Les affirmations de Tessa étaient inventées. Dossier financier, relevé téléphonique, témoignage du traiteur et du personnel de la salle. Sa voix était pleine d'espoir. Je voulais le croire. Alors, on peut rentrer. Ai-je demandé. Il a hoché la tête. Tu reverras ta maison. J'ai fermé les yeux, imaginant le salon où Clarissa et moi faisions des puzzles. La cuisine où Tessa et moi dansions en cuisinant. La chambre principale où nous nous chuchotions des promesses dans le noir. Bientôt, ai-je murmuré. Le lendemain matin, nous avons déposé la requête. J'ai laissé Darren s'occuper des formalités administratives et j'ai passé la journée à errer sans but, cherchant du réconfort dans la routine. Je me suis rendu au banc du parc où je retrouvais Tessa pour déjeuner, désormais vide et silencieux. J'ai parcouru le sentier ombragé sous les chênes qui abritaient autrefois nos promenades de l'après-midi, espérant que les arbres se souviennent de nos rires. Partout où j'allais, je me sentais comme un intrus dans mes propres souvenirs. Pourtant, la certitude que le tribunal pourrait bientôt lever l'interdiction me nourrissait d'un fragile espoir. Le soir, j'étais de retour au motel, en train de discuter de stratégie avec Darren au téléphone. Il m'a dit que le procès était dans 2 semaines et que je devais paraître calme et raisonnable. Pas de menaces, pas de colère, juste des faits, des preuves, la preuve de mon innocence. Pendant ce temps, les avocats de Tessa tentaient d'ajouter d'autres accusations, des violences psychologiques, un comportement contrôlant. J'avais l'impression qu'ils essayaient de m'enterrer sous une montagne de mensonges. J'ai compilé des SMS où j'exprimais mon amour et mon bonheur, des relevés bancaires montrant de généreuses dépenses partagées, des calendriers avec nos anniversaires et des photos de réunions de famille méticuleusement enregistrées. J'ai même trouvé un enregistrement du dernier message vocal de Clarissa, de l'université, où elle me remerciait de lui avoir envoyé des colis. Je me suis accroché à ce message comme à une bouée de sauvetage, convaincu que quelque part dans son cœur, elle savait encore la vérité. Le matin de l'audience, Darren m'a conduite au tribunal. Je portais un costume propre cette fois, bleu marine, une cravate élégante et des chaussures cirées. Je me suis regardé dans le rétroviseur et j'ai à peine reconnu l'homme qui me regardait. Il semblait plus âgé, épuisé par le chagrin et l'injustice, mais déterminé à se battre. Nous sommes entrés dans la salle d'audience et avons pris place au premier rang. De l'autre côté de l'allée, Tessa était assise avec son avocat, le visage impassible. Clarissa était à côté d'elle, les yeux rivés sur son téléphone. J'ai ressenti une pointe de regret. Des années de prière du soir et de crêpes du dimanche réduites à un spectacle judiciaire. Lorsque le juge a appelé l'affaire, mon cœur a fait un bond. J'ai observé la voix de Darren analyser les fausses allégations et présenter chaque élément de preuve. La transcription de leurs messages intimes, les reçus d'hôtel prouvant que Tessa avait réservé une chambre au bord du lac avec Landon lors de notre voyage d'anniversaire de mariage l'année dernière. Le témoignage du personnel confirmant « Je n'ai jamais menacé personne avant d'entrer dans le couloir ». Même le rapport médical attestant que les blessures de Landon étaient superficielles, peu susceptibles d'avoir été causées par un coup mortel. Je suis resté immobile, respirant faiblement,
tandis que chaque mensonge se dévoilait sous les yeux du juge. Puis est tombé le verdict. Le juge a rejeté la requête de prolongation de l'ordonnance et de levée totale de l'ordonnance restrictive, déclarant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves de menaces persistantes. Un silence s'est abattu sur la salle. Tessa a serré la mâchoire. Clarissa a levé les yeux, croisant mon regard pour la première fois depuis des mois. Ses yeux étaient écarquillés, partagés. J'ai senti quelque chose se réchauffer en moi. Un soulagement si profond que les larmes m'ont piqué aux yeux. Nous étions enfin libérés de cette tronçonneuse légale prête à me chasser de chez moi. Mais en quittant la salle d'audience, j'ai réalisé que la liberté n'était que la moitié du chemin. Les serrures étaient encore changées. Tessa et Clarissa devaient m'accueillir physiquement. L'ordonnance de protection avait peut-être été levée, mais les murs qu'elles avaient érigés entre nous étaient plus solides que n'importe quel document juridique. J'ai regardé Tessa partir la première, flanquée de l'entourage de son avocat, puis Clarissa, le regard baissé. Je me tenais seul sur le parking, le palais de justice se dressant comme une spectatrice silencieuse. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir de pouvoir reprendre ma vie en main. Mais je comprenais aussi que ce combat était loin d'être terminé. Le véritable combat serait de restaurer la confiance, de reconstruire la famille et de prouver que l'homme que j'étais, le mari et le père aimant, était toujours quelque part, enseveli sous la douleur et la trahison. La salle d'audience était plus froide que n'importe quelle cellule de prison où j'avais passé une nuit. La climatisation ronronnait à un rythme presque moqueur tandis que je prenais place à la table de la défense, mon costume repassé et ma cravate bien ajustée, mais le cœur à vif et déchiré. En face de moi étaient assises Tessa et Clarissa, entourées de leurs avocats. Le regard de Clarissa était lointain, comme si elle observait la scène comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Mon avocat, Maître Hassan, s'est penché et a murmuré, « N'oubliez pas, restez calme. Nous avons les preuves. » J'ai hoché la tête, même si, intérieurement, chacun de mes nerfs tremblait de fureur et de chagrin. Lorsque le juge a appelé l'affaire pour la prolongation de l'ordonnance de protection, le silence s'est installé dans la salle. L'avocat de Tessa s'est levé le premier, récitant avec habileté les peurs de Tessa, sa voix tremblante à la maison, son refus de dormir dans le même lit, les pleurs nocturnes de Clarissa, cachées sous les couvertures. Chaque mot a retenti comme un coup de massue. J'avais envie de crier, ce sont des mensonges. Mais Maître Hassan a posé une main rassurante sur mon bras. Je suis donc resté assis, respirant faiblement, me remémorant les nuits où je prenais des nouvelles de Clarissa après ses cauchemars où je serrais Tessa contre moi lorsqu'elle pleurait à cause de ses propres insécurités. Si seulement je pouvais me souvenir de tout cela maintenant. Puis ce fut notre tour. Monsieur Hassan se leva et entreprit de démonter méthodiquement chaque fausse accusation. Il présenta les reçus d'hôtel et de restaurant attestant des dépenses de Tessa pour sa liaison. Les relevés téléphoniques de sa rencontre clandestine avec Landon. Le témoignage du directeur de la salle confirmant l'absence d'incident conjugal ce soir-là. Il tendit au juge un classeur de SMS dans lesquels j'exprimais mon amour, mon inquiétude, sans jamais menacer de violence. Il passa même l'enregistrement du message vocal de Clarissa me remerciant de lui avoir envoyé des colis pendant les partiels. L'expression du juge s'adoucit tandis qu'elle feuilletait les pages. J'osais espérer, mais Clarissa fut appelée à la barre. Ma poitrine se serra lorsqu'elle prit place à la barre des témoins. La lumière de la salle d'audience était aveuglante. Elle s'éclaircit la gorge et parla d'une voix ferme mais creuse. J'avais toujours eu peur de mon père. Mon monde s'écroula. Elle me racla des souvenirs que je ne reconnaissais pas. Des moments où j'aurais claqué des portes, où j'aurais crié à tue-tête, une présence froide qui la terrifiait la nuit. Ces paroles n'étaient pas seulement mensongères. Elles effaçaient tout ce que j'avais fait en tant que père. Je pinçais les lèvres, clignant des yeux pour repousser le couteau de la trahison qui me serrait le ventre. Monsieur Hassan la contre-interrogea doucement, lui demandant des précisions. Date, heure, témoin de ces prétendus incidents. Clarissa hésita. Elle ne donna aucune date. Impossible de décrire un seul événement avec clarté. Elle prétendit une fois, mais ne se souvenait ni où ni quand. Pressée, elle admit se souvenir d'histoires que sa mère lui racontait. Elle avoua ne m'avoir jamais vu menacer qui que ce soit. Pourtant, le doute avait déjà germé dans l'esprit du juge. Je vis Tessa se pencher, une lueur de satisfaction dans le regard, comme si elle avait orchestré une performance parfaite. Le juge marqua une pause, prenant des notes. Elle me regarda droit dans les yeux, son regard pesant quelque chose que je ne pouvais atteindre.
Je me sentais exposé, vulnérable. L'homme qui avait appris à sa fille à faire du vélo et à lui montrer les tables de multiplication était désormais réduit à une silhouette menaçante. Mon avocat se leva et implora le juge d'examiner les preuves. Des photos de nos vacances en famille, des lettres que j'avais écrites, l'absence de tout rapport de police avant cette nuit-là. Mais alors même qu'il parlait, je sentais que le vent avait tourné. La posture de la juge changea, comme si elle se préparait à la fois à la sympathie et au scepticisme. Après ce qui me sembla des heures, la juge rendit sa décision. Elle prolongea l'ordonnance de protection de 2 semaines supplémentaires, invoquant un risque de préjudice émotionnel pour Tessa et Clarissa. Ces mots me firent l'effet d'un acide. J'avalai ma salive, serrai les poings sous la table et me forçai à ne pas crier. 2 semaines supplémentaires s'étaient envolées de ma maison, de ma femme et de ma fille, sous l'effet d'une peur inventée. Un murmure sourd résonna dans la salle d'audience. Tessa hocha légèrement la tête, comme si elle avait accompli son coup. Clarissa détourna le regard, le visage pâle, évitant complètement mon regard. Je rassemblai mes affaires lentement, chaque mouvement s'imposant avec incrédulité. En quittant la salle d'audience, des journalistes attendaient dans le hall avec caméra et micro. « Monsieur Benson, un commentaire ? Pensez-vous que le juge a pris la bonne décision ? » Je les ai à peine entendus. Mon esprit était un tourbillon de douleur et de trahison. Dehors, le soleil d'été brûlait, mais j'étais pétrifié. Darren m'a rejointe au bord du trottoir, les yeux plissés de douleur. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il savait déjà que non. Au lieu de cela, il a glissé son bras autour de mes épaules et m'a guidé jusqu'à la voiture, sa présence étant la seule chaleur que je ressentais. Sur le chemin du retour, j'ai contemplé le paysage urbain, les points de repère brouillés par les larmes. La décision du juge résonnait à mes oreilles. Blessure émotionnelle, peur, menace paternelle. Je me suis demandé quelle partie de moi était devenue si monstrueuse à leurs yeux. Quel souvenir avait été déformé au point de me rendre méconnaissable. J'ai pensé au dîner de famille, aux crêpes du samedi matin, aux prières murmurées avant de dormir. Avait-il jamais existé ? Ou Tessa avait-elle réécrit chaque page de nos vies pour me faire passer pour le méchant ? Ce soir-là, je me suis retrouvé attiré par une vieille photo que je gardais dans ma serviette. Une photo de Clarissa à 6 ans, souriante, une dent de devant manquante, les bras autour de mon cou. J'ai tracé son visage du bout du doigt, nostalgique de la fille qui autrefois m'avait fait entièrement confiance. J'ai laissé cette photo sur la table de nuit du motel, où je me tournais et me retournais, incapable de dormir. Son léger poids sur le bois me rappelait que quelqu'un, quelque part, croyait encore en moi. Je m'y suis accroché en fixant le plafond, revoyant chaque instant de l'audience, me promettant de faire éclater la vérité, car l'ordonnance restrictive pourrait bien m'empêcher de rentrer chez moi, mais elle ne pourrait pas m'empêcher de me battre. Elle ne pourrait pas m'empêcher de révéler les mensonges qui avaient brisé ma famille. J'ai fermé les yeux et murmuré, je vais laver mon nom. Je vais rentrer. Et dans l'obscurité, j'ai senti une étincelle, petite, vacillante, fragile, se former. La bataille m'avait profondément blessé. Mais cette blessure ne définirait pas mon histoire. Je la reprendrai. Lorsque M. Hassan a lâché la bombe financière au tribunal, la salle a basculé. C'était comme si quelqu'un tirait le rideau sur une scène, révélant le décor pour la première fois. J'ai vu l'avocat de Tessa s'arrêter en plein gribouillage. Le juge s'est penché en avant. Les preuves que Tessa avait détourné de l'argent de nos comptes, finançant sa liaison avec Landon, étaient mises à nu. Le silence qui s'est installé ressemblait à une justice murmurée dans la salle. Tout a commencé lorsque mon frère Darren et moi avons épluché des mois de relevés bancaires, à la recherche du moindre indice susceptible d'inverser la tendance qui se retournait contre moi. Nous avons épluché chaque poste. Les notes de restaurant du centre-ville de Beastro où Tessa prétendait être en soirée entre filles. Les factures d'hôtel en ville pour des conférences, les achats de bijoux que je ne l'ai jamais vu porter. Chaque révélation était un coup dur. La preuve qu'elle menait une double vie, financée par la sécurité que je croyais que notre mariage lui procurait. Je me sentais stupide d'avoir fait une confiance aussi totale, mais la trahison que j'ai découverte a nourri une détermination sans faille. Je me suis alors juré de reconquérir non seulement ma maison, mais aussi ma dignité. Le matin de l'audience de levée de l'ordonnance de protection, je suis arrivé tôt, le dossier de preuve serré à la main. Tessa et son avocat étaient assis de l'autre côté de l'allée, calmes et sereins comme toujours. Clarissa s'attardait à proximité, téléphone à la main, parcourant ses messages.
Elle leva les yeux à mon entrée, le regard méfiant. Je détournai le regard, me rappelant que c'était mon moment de révéler la vérité. Monsieur Hassan se leva et commença méthodiquement. Il présenta les relevés de compte joints, mettant en évidence les virements vers un compte secondaire caché contrôlé par Tessa. Il montra les reçus des nuits passées à l'hôtel Grand Haven, où des images de vidéosurveillance montraient Tessa prenant rendez-vous avec Landon tard le soir. Il diffusa les messages vocaux de Landon remerciant Tessa d'avoir arrangé la suite pour que tout reste discret. La salle murmura sous le choc. La juge fronça les sourcils, feuilletant chaque document, son expression passant du scepticisme à l'inquiétude. Puis vinrent les blocages de téléphone. Des appels entre le portable de Tessa et celui de Landon coïncidaient avec les anniversaires qu'elle disait passer seule ou avec des amis. Il y avait aussi des SMS, des mots doux, explicites et secrets, qui appartenaient à un amant, pas à un mari. Je restais immobile, les mains jointes, sentant le poids de chaque mensonge s'effondrer sous le poids des preuves irréfutables. Les larmes menaçaient de couler, mais je les retins. Il ne s'agissait plus de colère. Il s'agissait de rétablir les faits. La juge marqua une pause, les mains jointes. Madame Benson, dit-elle en regardant Tessa droit dans les yeux. Vous êtes accusée d'avoir utilisé l'argent du mariage pour faciliter une liaison adultère. Vous avez déjà témoigné craindre pour votre sécurité sans fournir la preuve d'une telle menace. Comment réagissez-vous? Le tampon facial de Tessa. Son avocate fouillait dans ses papiers. Clarissa resta bouche bée, la surprise colorant son visage. Tessa ouvrit la bouche, puis la referma, puis dit doucement, « Votre honneur, ces transactions étaient censées m'aider à tenir le coup. » Un rire me échappa, mais je le réprimai aussitôt. Aidez-moi à tenir le coup. Voler son mari pour couvrir des dépenses illicites, c'était difficile à supporter. Le regard de la juge se tourna vers moi. Monsieur Benson, dit-elle, compte tenu de ces nouveaux éléments, le tribunal lèvera l'ordonnance restrictive avec effet immédiat. Un soupir collectif emplit la salle. Je sentis la tension se dissiper de mes épaules, un fardeau se dissiper comme si des chaînes se brisaient autour de ma poitrine. J'aurais voulu me lever et embrasser Darren, assis à côté de moi, souriant comme un homme libéré de ses chaînes. Au lieu de cela, je restais assise, savourant l'instant, laissant la gravité de la justification s'installer. À la fin de l'audience, je sortis dans le couloir du tribunal. Tessa et son avocat passèrent en courant sans croiser le regard. Clarissa s'attarda, incertaine. Je m'approchai d'elle doucement. Clarissa, dis-je doucement. Je sais que tu as été blessée, mais tu as vu la vérité aujourd'hui. Elle détourna le regard, les larmes aux yeux. Je ne sais plus quoi penser, murmura-t-elle. Je posai une main sur son épaule. Tu peux penser par toi-même. Tu n'es pas obligé de croire tout ce qu'ils t'ont dit. Elle hocha la tête, et je soutins son regard un instant avant de reculer, lui laissant de l'espace. C'était le plus proche d'une réconciliation que nous ayons jamais été. Cet après-midi-là, je retournai à la maison, non pas par le portail d'entrée, mais par la porte latérale. Les serrures avaient été changées. Je récupérai la clé que monsieur Hassan avait récupérée lorsque nous avions pris le contrôle de la maison, la glissai dans la serrure. La porte s'ouvrit brusquement, révélant la chaleur familière du salon. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant des tourbillons de poussière dansant dans l'air. Chaque détail qui me semblait autrefois volé me semblait maintenant à récupérer. Le canapé d'angle où je faisais la sieste avec Clarissa les dimanches paresseux. Le manteau de cheminée orné de photos de famille. Le piano où Tessa et moi jouions des morceaux en duo. Debout au centre de la pièce, je respirais l'odeur de la maison, du cirage, des vieux livres et de quelque chose que je ne pouvais décrire que comme appartenant. Je posai le classeur de preuves sur la table basse. C'était symbolique, posant des morceaux de la tromperie de Tessa au cœur de notre vie ensemble. Ensuite, j'ai erré dans la maison, guidé par la mémoire. Dans la cuisine, j'ai tracé le comptoir en marbre où nous avons préparé des gâteaux d'anniversaire. Dans la chambre de Clarissa, je me suis arrêté près du bureau qu'elle avait autrefois peint, couvert de cahiers et de polaroïdes. J'ai passé mes doigts sur le mur où j'avais suspendu son premier ensemble d'affiches de cheval. Tout chuchotait les histoires du passé que je ne voulais pas oublier. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche arrière avec un verre de bourbon. Le ciel était une toile d'orange et de violet, l'air chaud et immobile. J'ai regardé le jardin où la fête d'anniversaire était devenue un cauchemar. Se battant pour récupérer ses terrains comme un lieu de paix,
je laisse la chaleur liquide se propager à travers moi, calmant mes nerfs, me laissant réfléchir à jusqu'où j'en venais. Il y a 2 semaines, on m'a interdit de marcher ici. Maintenant, j'ai regardé les lucioles dériver entre les rosiers, ressentant un espoir prudent que peut-être, juste peut-être, le pire était derrière moi. Réconciliation serait une longue route. Tessa pourrait ne jamais admettre sa trahison et Clarissa pourrait prendre le temps de me faire à nouveau confiance. Mais aujourd'hui, j'ai fait le premier pas. Aujourd'hui, j'ai brisé le récit de la victimisation qu'ils m'ont imposé. Aujourd'hui, j'ai récupéré ma maison et la vérité. Alors que la nuit s'installe, j'ai fini le bourbon et éteint la lumière du porche. Derrière moi, la maison était silencieuse, ferme. Il faudrait plus que des mensonges pour me garder à l'écart. Et je passerai chaque jour à prouver que la maison est plus de 4 murs. C'est là que la vérité et la justice perdent. Les papiers de divorce sont arrivés un matin croustillant, ont glissé sous la porte comme une dernière insulte. J'ai regardé l'enveloppe, épais d'une facilité juridique, mon nom imprimé en lettres audacieuses aux côtés de Tessu. Mon cœur a coulé en l'ouvrant et en lisant ces demandes. La moitié de la maison, la pension alimentaire, la seule garde des fonds collégiales de Clarissa et le contrôle complet de nos comptes conjoints restants. Elle m'a peint comme instable, irresponsable avec de l'argent, inapte à prendre des décisions. C'était comme si elle avait passé des mois chaque ligne pour me punir davantage pour avoir découvert sa trahison. J'ai ressenti la piqûre familière de la colère, la rage qui m'a conduit à la salle de bain du couloir ce soir-là. Mais cette fois, je l'ai réprimé, en pliant soigneusement les papiers et en les glissant dans un tiroir où il ne me tenterait pas à les déchirer. Clarissa n'a pas répondu à mes appels ou SMS. Je l'imaginais de lire les journaux de la cuisine de Tessa, discutant de la stratégie avec ses amis et ses amis de la famille, concoctant des raisons pour lesquelles son père ne méritait plus une place dans leur vie ou leurs atouts. Ma poitrine a réussi à penser que ma propre fille pourrait se séparer entièrement avec sa mère, refusant de voir la vérité que j'avais combattue si forte à révéler. Pourtant, je me suis forcé à croire qu'elle aussi, aspirait à la réconciliation sous l'armure du défi des adolescents. J'ai rencontré Monsieur Hassan plus tard dans la journée dans son bureau de Woodpend. Il avait des critiques de cas similaires encadrés sur les murs et un bureau imposant couvert de fichiers. Il a présenté nos options. Contester chaque réclamation ou négocier un règlement. La compétition nous saignerait les 2 secs. Le règlement est risqué de concéder par principe. Je me penchai en avant, appuyant mes paumes dans la surface de la cajou. Je ne lui donne rien qu'elle n'a pas gagné, dis-je fermement. Il hocha la tête. Alors soyez prêts pour la bataille. Je suis parti avec une pile de formulaires supplémentaires, de divulgations financières, de listes d'actifs et d'affidavits d'amis et de collègues attestant de mon personnage. Il semblait surréaliste de revivre les preuves financières qui m'avaient libéré, seulement pour l'utiliser maintenant dans un divorce qui menaçait de détruire tout ce que je tenais cher. Je suis sorti dans le soleil de l'après-midi. Décision prise. Je me battrai. Si Tessa voulait une guerre, je la rencontrerais dans les tranchées. Mais j'ai également reconnu que la guerre avait des coûts. Émotionnels, financiers et familiales. J'ai décidé de garder Clarissa hors du feu cross pour lui montrer chaque étape que j'ai apprécié son bien-être avant tout. J'ai repêché une lettre à elle, attention avec mes paroles, offrant de rencontrer en personne et promettant de ne jamais l'abandonner, peu importe à quel point le chemin est devenu sombre. Je l'ai laissé avec mon frère Darren pour livrer, en espérant que ce serait rappelé lui le père qui avait été son champion, pas l'homme que sa mère a décrit. Dans les semaines qui ont suivi, l'enchevêtrement de divorce s'est effondré à un rythme stupéfiant. Chaque matin, un nouveau dossier, une nouvelle accusation ou une nouvelle réclamation de comptoir. Tessa m'a accusé d'avoir caché des actifs et des comptes offshore. J'ai contré avec des preuves que la maison avait été achetée avant notre mariage. Elle a revendiqué une détresse émotionnelle et a demandé des dommages-intérêts punitifs. J'ai produit des témoins de personnages qui ont témoigné dans l'environnement stable et aimant que j'avais toujours favorisé. Mon procès pénal avait prouvé mon innocence devant le tribunal. Maintenant, je devrais prouver mon intégrité morale dans un système juridique conçu pour se diviser, pas guérir. J'ai passé de longues nuits dans l'étude à examiner les relevés bancaires par l'emplate et à rédiger mon propre affidavit. La pièce était dispersée de papier, l'air lourd de vapeur de café et de regrets. Il y a eu des moments où l'épuisement menaçait de me dépasser. Quand j'ai fermé les yeux et j'ai vu Tessa et cet étranger dans la salle de bain, j'ai entendu le cri de Clarissa, senti le poids des menottes sur mes poignets, je secouai la tête et me force à la tâche à accomplir, recueillir des preuves, préparer des arguments juridiques, garder une longueur d'avance.
Mon frère a coordonné notre stratégie pendant que je gardais le front émotionnel intact, envoyant des messages vocaux Clarissa tard dans la nuit, lui rappelant des blagues intérieures et des souvenirs d'enfance que nous avons partagés. Puis est venu le jour de la médiation. Nous nous sommes assis dans une salle de conférence Saint-Lay, un médiateur entre nous, des papiers se répandaient sur la table comme une carte du champ de bataille. Tessa est arrivée dans un blazer croustillant, les cheveux tirés en arrière, les yeux en fête. Clarissa était assise à côté d'elle, les bras croisés, les épaules se sont tendues. Le médiateur nous a demandé d'énoncer nos objectifs. La voix de Tessa était calme alors qu'elle parlait d'équité, de diviser équitablement les actifs. Quand c'était à mon tour, j'ai dit tranquillement, je veux ce qui est juste. Je veux protéger la maison que j'ai construite et je veux assurer l'avenir de Clarissa. Je ne cherche à punir personne. Je ne cherche qu'à préserver ce qui reste de ma vie avec intégrité. Le médiateur a gribouillé des notes, hochant la tête. Derrière moi, j'ai senti le regard de Tessa, un regard qui disait qu'elle croyait ne se soucier que de l'argent, pas de l'épave de notre famille. Les négociations ont traîné pendant des heures. Nous nous sommes disputés sur de petites choses. Qui paierait pour les cours d'été de Clarissa? Comment diviser les factures de services publics pendant la séparation, que le piano du salon m'appartient ou au domaine conjugal? Chaque point était un rappel de l'intimité tournée vers le litige. Pourtant, sous les querelles légales, j'ai découvert quelque chose. Mon respect pour Tessa, aussi diminué, avait été la loyauté envers une femme qui, pour le meilleur ou pour le pire, partageait une fois mes rêves. J'ai réalisé que même si notre mariage était terminé, je pouvais toujours la traiter avec dignité. Ainsi, lorsque le médiateur a proposé un compromis sur le piano, chacun de nous couvrant sa maintenance dans des années alternatives, j'ai convenu. La surprise de Tessa était évidente, ses lèvres pressées dans une fine ligne. À la fin de la journée, nous avions conclu un accord préliminaire. Je garderai la maison et nos actifs avant le mariage. Elle conserverait ses économies personnelles et maintiendrait la moitié du solde du compte conjoint que nous avions dénudé. Le fonds universitaire de Clarissa resterait intact pour être déposé dans une fiducie pour elle seule. Pas de pension alimentaire, pas de dommages-intérêts punitifs et une clause selon laquelle si l'un de nous parlait de l'autre devant notre fille, nous sommes confrontés à des sanctions. Nous avons serré la main, la poignée de Tessa est cool. Clarissa, son expression illisible, regarda simplement son téléphone. En sortant du bâtiment, j'ai senti le poids de 2 décennies s'installer sur mes épaules. Nous avions mis fin au mariage que je chérissais, mais préservé suffisamment de civilité pour protéger notre fille. J'ai réalisé que même si Tessa avait choisi de séparer les obligations, j'avais choisi de les maintenir même en se séparant. J'ai appelé Darren, qui m'a rencontré un sourire et un câlin. « Vous l'avez fait ?» a-t-il dit. J'ai hoché la tête, même si ma poitrine était creuse. « C'est fait » répondis-je. Et à ce moment-là, j'ai compris que la victoire dans le divorce ne visait pas à gagner contre votre conjoint, mais à récupérer votre propre sens de soi. Cette nuit-là, je suis retourné à la maison seul, la clé ajustée en douceur dans la serrure. À l'intérieur de la pièce était témoin à la fois de la joie et de la douleur. J'ai traversé, touchant les clés de piano, époussetant mes doigts à travers le manteau où notre photo de mariage se tenait encore. Tessa riant en la faisant tourner autour du sol de la salle de bal. Je me suis arrêté là un instant, laissant le passé me laver, puis je me suis retourné et je suis parti. La maison était à moi, mais ce ne serait plus jamais la même. Pourtant, c'était un début. Et dans le calme qui a suivi, j'ai inspiré profondément, prêt à commencer à reconstruire la vie que la trahison a essayé de voler. Le matin du dernier procès en divorce a pris la grille et la couvaison, comme si les cieux eux-mêmes avaient des réserves sur ce qui allait se dérouler. Je me suis assis sur le banc de la chapelle de la salle d'audience, les mains repliées sur ma mallette, essayant de stabiliser mon souffle. Il n'y avait plus d'ordonnance de restriction maintenant, pas de bataille pour effacer mon nom, seulement la question de savoir si le juge verrait la vérité sous les décombres des mensonges et des allégations. Tessa est arrivée en premier, son visage STR avec l'épuisement des nuits passées à planifier et à être répété pour les salles d'audience. Elle a déménagé avec une grâce délibérée comme un général entrant dans le champ de bataille. Clarissa suivit, les yeux fixés sur son téléphone, les épaules s'effondraient dans le mélange familier de défis et de vulnérabilité des adolescents. J'ai reconnu sa peur, celle que j'avais héritée de ce bouleversement implacable. Mais j'ai aussi vu les restes de la fille qui avait l'habitude de courir les bras sans hésitation. Je me suis forcé à rencontrer son regard un instant et j'ai offert un petit signe de tête encourageant.
Lorsque le juge nous a appelés à ordonner, l'air est devenu électrique. Les deux avocats ont augmenté et ont présenté leur déclaration d'ouverture. Le conseil de Tessa met l'accent sur l'instabilité, la détresse émotionnelle et la nécessité de protéger Clarissa contre un père qu'ils ont insisté ne pourrait jamais lui faire confiance. Puis M. Hassan se leva calmement, sa voix confiante et précise, racontant l'avalanche des preuves. L'hôtel enregistre, les messages textes, le sentier financier qui avait exposé la vie cachée de Tess. Il a peint un portrait non pas d'un mari méchant, mais d'un homme aveuglé par l'adultère, se battant pour récupérer son mariage et protéger sa fille. Le juge a écouté impassible, épingle sur ses notes, comme s'il pesait chaque argument contre une échelle invisible. Vient ensuite le défilé des témoins. J'ai regardé depuis mon siège pendant que le directeur du lieu témoigne de mon comportement calme avant la fête. Le traiteur a confirmé son choc complet d'avoir été invité à couvrir une urgence médicale dans la salle de bain, et nos amis communs ont raconté ma gentillesse inébranlable. Les innombrables fois où j'avais organisé des dîners ou lancé des célébrations d'anniversaire pour les voisins. Chaque témoignage a été une petite victoire, une poussée contre le récit d'un mari volatile. Quand c'était à mon tour, je me suis levé pour donner mon propre témoignage. J'ai parlé lentement, délibérément, rappelant 20 ans de rire et d'amour. La première fois que Tessa m'a souri dans un bar bondé. Le jour où nous avons découvert, nous nous attendions à Clarissa. Les nuits que je l'ai transportée au lit quand elle était malade. J'ai senti la vérité dégringoler de ma bouche brute et sans phare. Et bien que des larmes aient piqué les yeux, je me retenais le déluge. Je voulais que le juge voie l'homme que j'avais été, pas la caricature qu'ils avaient tirée de moi. Puis vint le contre-interrogatoire qui a coulé plus profondément que n'importe quelle lame. L'avocat de Tessa a posé des questions chargées sur le jour de la fête. Ai-je réagi proportionnellement? Ai-je considéré le droit de Landon à la vie privée? Ai-je réfléchi à la façon dont mes actions pourraient affecter ma fille? J'ai répondu à chaque calme, n'admettant que cette peur et cette trahison avaient conduit mon point, que personne n'avait le droit de violer mon sanctuaire de mariage. Je me suis arrêté lorsqu'on m'a demandé si je regrettais mes actions. Je regrette que ma famille ait choisi des mensonges sur la vérité, dis-je tranquillement. Mais je ne regrette pas de défendre le caractère sacré de notre mariage. Mes paroles semblaient résonner. Même Tessa tressaillit à la sincérité émoussée dans ma voix. Le juge a appelé une brève récréation et je suis sorti dans la cour. L'air était net et j'ai fermé les yeux, appuyé contre une colonne. Mon frère Darren se tenait à côté de moi offrant une tasse de café. Il plaça une main sur mon épaule. « Tu vas très bien, dit-il doucement. » J'ai hoché la tête, avalant fort. « Je veux juste que cela se termine, j'ai admis. Je veux que ma maison revienne. » Il m'a serré le bras. Bientôt, il a promis. Alors que nous revenons à l'intérieur, j'ai résolu que peu importe le résultat, je ferai face au prochain chapitre de ma vie avec intégrité intacte. Lorsque le tribunal s'est reconnu, le juge a demandé des déclarations de clôture. L'avocat de Tessa a plaidé finale pour diviser les actifs d'une manière qui assurerait la sécurité et l'indépendance financière de Madame Benson. Puis M. Hassan se leva, rassemblant ses papiers. Il a rappelé à la cour la montagne de la preuve que Tessa avait non seulement trahi ses vœux, mais a abusé des ressources conjugales pour cacher cette trahison. Il a souligné que nos actifs avant le mariage, mon compte de retraite, mes investissements professionnels devraient rester à juste titre, comme cela a été stipulé dans notre accord prénuptiel. Il a parlé avec passion de Clarissa, exhortant la cour à protéger sa relation avec son père plutôt que de la rompre avec des termes de garde restrictifs. Sa conclusion n'a pas été délivrée en triomphe, mais en résolution mesurée. La justice n'est pas une question de punition. Il s'agit de préserver ce qui reste d'une famille brisée et de s'assurer que la vérité prévaut au-dessus de la tromperie. Le silence a rempli la salle d'audience tandis que le juge fermait son cahier et se pencha en arrière. Mon cœur battait dans mes oreilles. Le balef a annoncé une brève récréation avant le verdict. À l'extérieur, la galerie a bourdonné de spéculations, des amis et des ennemis chuchotant des prédictions. Je me tenais immobile, absorbant le poids de l'anticipation. Clarissa a glissé son téléphone dans sa poche et me leva les yeux, l'incertitude vacillant dans son regard. J'ai offert un sourire faible et rassurant. Lorsque le juge est revenu, elle a parlé clairement. Après avoir examiné les preuves, les témoignages et la loi applicable, le tribunal juge en faveur de M. Benson. La maison restera sa propriété prénuptiale.
Madame Benson recevra une compensation limitée à ses contributions personnelles et ne se verra pas attribuer une pension alimentaire. Les comptes conjoints seront divisés également. La garde de Clarissa est partagée également. Le tribunal encourage les deux parties à agir dans le meilleur intérêt de leur fille. Cette affaire est conclue. Une exhalation collective s'est répercutée dans la pièce. Tessa inclina la tête, des larmes coulant sur ses joues. Clarissa boucle de son siège, se jetant dans le couloir. Je me précipitai après elle, l'appelant doucement son nom. Elle se tenait contre le mur, les épaules tremblant. Mon estomac se serra. Était-ce la colère ou le soulagement? La porte s'est ouverte derrière moi et les mots du juge résonnaient. J'étais libre. Je me suis avancé, à genoux à son niveau. Clarissa, dis-je doucement. Je comprends à quel point cela a été difficile. Mais je serai toujours ton père, quoi qu'il arrive. Voulez-vous rentrer à la maison avec moi? Ses yeux se sont enfermés sur les miens. Et après un battement de cœur, ses épaules se relâchèrent. Elle hocha la tête, la voix tremblante. D'accord. Alors que nous sortions ensemble, j'ai ressenti un mélange de triomphe et de chagrin. J'avais gagné la bataille juridique, mais la guerre du cœur de ma famille ne faisait que commencer. Tessa regarda depuis la porte, le visage pâle, ses lèvres se séparaient comme elle voulait parler. Je n'ai pas fait demi-tour. J'ai conduit ma fille au soleil, déterminé à reconstruire notre pierre de liaison par la pierre. La justice avait été rendue, mais la rédemption nécessiterait de la patience, de l'honnêteté et du temps. Et j'étais prêt à me battre tous les jours. Je n'ai jamais imaginé que l'extension d'une branche d'olive pourrait avoir l'impression de marcher un trop serré sur un canyon. Lorsque Clarissa m'a envoyé un email en demandant de l'aide avec ses frais de scolarité, mon cœur a sauté et s'est cassé. 2 ans n'avaient adouci aucune de la douleur entre nous. Si quoi que ce soit, il s'était croisé d'amertume et de méfiance. Pourtant, elle était là, la fille que j'adorais, tendant la main à travers un voile électronique qui avait encore froid. J'ai regardé le message sur mon téléphone dans le calme de mon atelier, où l'odeur de sueur et de vernis s'attarda comme un vieil ami, me demandant si je devais répondre. Mon doigt planait sur le clavier. J'ai tapé quelque chose, je l'ai effacé, puis j'ai tapé à nouveau. Enfin, j'ai créé une réponse simple. Je voudrais parler en personne. Si vous le souhaitez, rencontrez-moi demain dans notre ancien café à midi. J'ai frappé send, la décision pulsant dans ma poitrine. Maintenant, tout ce que je pouvais faire était d'attendre. Le lendemain matin, j'ai quitté ma maison, mon sanctuaire et ma forteresse avec anticipation nerveuse. Même après avoir remporté le divorce, je savais que la confiance n'était pas un trophée que je pouvais signer pour prouver ma valeur. J'ai conduit au Corner Café où Clarissa et moi avons passé une fois le samedi matin à boire du chocolat chaud et à résoudre des problèmes mondiaux dans les cahiers pastels. Je suis arrivé tôt et j'ai choisi une table d'angle, une abritée de l'entrée, face à la porte exactement comme nous le faisions. J'ai commandé un latte, sa mousse supplémentaire préférée, et j'ai attendu, tapotant la table légèrement, les yeux sur la porte. Quand elle est entrée, le temps semblait se plier. Clarissa était devenue une femme que je reconnaissais à peine. Street plus, les épaules au carré comme si l'armure, l'expression mondiale de quelqu'un qui a appris la déception trop tôt. Elle a verrouillé les yeux avec moi, son regard vif mais prudent, et se glissa dans le siège en face de moi sans un mot. J'ai glissé le latte vers elle. Elle le regarda, puis me retourna. J'ai parlé en premier. Merci de m'avoir rencontré. Ma voix était petite dans la caverne du café. Elle plissa les bras. Qu'est-ce que tu veux, papa? Le bord familier était de retour, fatigué, défensif. J'ai inhalé. Je veux aider vos frais de scolarité, ai-je dit. Je sais que vous avez des factures de montage, souffla-t-elle doucement. Vous pensez que l'argent répare tout? Je m'arrêtai, le poids de sa question est lourde. Non, dis-je honnêtement. Mais si vous en avez besoin, je suis là. J'ai toujours été fier de vous et je ne veux pas que le stress financier nuise à votre avenir. Ses yeux scintillaient, des soupçons se mêlant de désir. Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la fermait. Je me suis penché en avant, abaissant ma voix. Clarissa, avez-vous déjà pensé à pourquoi j'ai combattu si dur? Pourquoi j'ai perdu tout ce que je pensais savoir? Son regard clignote à la porte comme s'il s'attendait à une route d'évasion. J'ai combattu parce que je t'aime. J'ai continué parce que je pensais que notre famille valait la peine d'être sauvée.
Je suis toujours là et je crois toujours en toi. Elle a ensuite rencontré mes yeux et j'ai vu de la douleur, de la confusion et d'une lueur de la petite fille qui croyait une fois que je pouvais conquérir n'importe quoi. Je ne sais pas si je te crois, dit-elle doucement. Je ne sais plus qui tu es. La vérité pendait entre nous comme une guillotine. Ma poitrine s'est resserrée, mais j'ai forcé son calme. Alors laissez-moi vous montrer. Pas avec de grands gestes, mais de petits pas. Une tasse de café, un appel téléphonique, l'enregistrement. Si vous voulez du temps, je vous donnerai du temps. Mais s'il vous plaît laissez-moi être à nouveau votre père. J'ai tendu la main, plaçant ma main sur la sienne. Elle ne s'est pas retirée, mais sa main est restée immobile. J'ai peur, chuchota-t-elle, effrayée d'être à nouveau blessée. J'ai serré la main doucement. Je comprends. Nous nous sommes assis en silence, le café bourdonnant autour de nous. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une fissure dans son armure. Nous avons alors parlé, pas de la fête, pas de Tessa, mais de ses cours d'art, de ses rêves de design, du stage d'été qu'elle avait obtenu. Elle a souri quand je l'ai taquinée à propos de ses griffonnages, et j'ai ri, se souvenant des soirées d'art du sous-sol que nous avons partagées. L'écart entre nous s'est rétrécissé imperceptiblement. Au cours de l'heure suivante, elle a posé des questions sur mes projets de travail du bois, mon groupe de randonnée, la nouvelle vie que j'ai sculptée. Vous semblez plus heureuse, dit-elle, les yeux se ramollissent. J'ai hoché la tête. Je le suis. J'ai appris que la paix vaut la peine de se battre. Elle a étudié mon visage, à la recherche de tout indice du monstre qu'elle croyait autrefois. Je lui ai tenu le regard, laissant ma sincérité parler. Quand elle s'est finalement tenue pour partir, Clarissa a brossé ses doigts contre le mien. Merci, papa, dit-elle. Pas plus. Pas moins. Mais c'était suffisant. Je l'ai regardé sortir dans le soleil de l'après-midi, un café normal à la main, les épaules toujours au carré, mais avec quelque chose de légère ne pouvait pas se cacher. J'ai passé l'espoir de scintiller en moi. Une flamme fragile, mais une flamme néanmoins. La conférence où le combat tonitruant pourrait exprimer. Je me souviens. Je m'en soucie. Cette nuit-là, je me suis tenu sur le porche, la brise chaude portant l'odeur du jasmin de la nuit. J'ai réalisé que les choix ont des coûts. Ma fierté, mon confort, ma certitude sous la forme de ma famille. Mais chaque coup que je payais valait la possibilité de réparation. Le pardon pourrait ne pas venir, pas pleinement, mais la compréhension pouvait grandir lentement. J'ai chuchoté, nous retrouverons notre chemin, Clarissa. Je sais que nous le ferons. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. 2 ans plus tard, j'ai entendu les nouvelles de mon cousin. La vie de Clarissa était devenue incontrôlable. Elle avait épousé un homme nommé Jordan juste après l'obtention du diplôme, a convaincu qu'elle avait trouvé de la stabilité, seulement pour découvrir son infidélité en quelques mois. Elle m'a appelé un soir, sa voix un chuchotement tremblant par téléphone, avouant qu'elle se noyait endettée d'un mariage somptueux qu'elle pouvait à peine se permettre. Se sentant aussi trahie et abandonnée que je l'avais été, mon cœur acheta sa douleur, mais le souvenir de son côté avec les mensonges de sa mère a encore brûlé. J'ai refusé de la laisser souffrir seule. Je suis désolé que vous traversiez ça, dis-je doucement, assis à mon établissement couvert de copeaux de bois. Que puis-je faire? Elle hésita, honte épaisse dans sa voix. J'ai besoin d'argent pour payer mon loyer et mes frais scolaires, a-t-elle admis. Je l'ai imaginé dans un appartement exigu, des factures s'accumulant, le rire de nos samedis matins remplacé par le silence. Je vais aider, dis-je fermement. Mais j'ai besoin de quelque chose de vous en premier, sa respiration capturée. Quoi? J'ai besoin que tu admettes que tu avais tort, dis-je, voix stable. À propos de moi, à propos de tout. Une longue pause. Je pensais que je faisais la bonne chose, a-t-elle finalement chuchoté. Je croyais à la mer. Ma poitrine s'est resserrée. Croyant que quelqu'un n'efface pas le mal que vous causez, j'ai répondu. Je vais vous aider, mais seulement si vous prenez des responsabilités. La ligne trembla. Très bien, dit-elle misérablement. J'ai menti sur toi. Je suis désolé. Le soulagement et le chagrin m'ont été lavés. Merci, dis-je doucement. Je vais vous câbler les fonds ce soir. Plus tard, je me suis arrangé pour le transfert et je lui ai envoyé un texte. L'argent est en route. Je t'aime, Clarissa. Aucune réponse.
Je me demandais si ces excuses avaient un sens ou si c'était une autre moitié, mais j'avais fait ma part. Peu de temps après, Tessa a appelé, une voix creuse sur ma messagerie vocale. Elle avait perdu son emploi, épuisé ses économies sur la thérapie à laquelle elle n'a jamais assisté et ne pouvait pas se permettre un appartement. Elle avait besoin d'un prêt pour obtenir un studio au centre-ville. J'ai regardé son message, le bout des doigts planant par téléphone. Des souvenirs ont été inondés. La trahison, la salle d'audience, les mensonges. J'ai ri tranquillement, amer, incrédule. J'ai enregistré sa réponse. Vous avez fait vos choix. J'espère que vous trouverez un moyen. Puis j'ai supprimé sa messagerie vocale. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur le porche, le ciel clair et vaste au-dessus de moi. Le clair de lune brillait mon marteau et les ongles soigneusement empilés sur le street bench. J'ai réalisé que le pardon ne m'a pas obligé à sauver chaque âme tombée, ni pour reconstruire les ponts brûlés au-delà de la reconnaissance. Cela signifiait savoir quand tendre la main et quand lâcher prise. J'avais aidé ma fille à récupérer son avenir et j'avais tracé ma ligne avec la femme qui a juré une fois de m'aimer. Le monde qu'ils ont construit s'était effondré sous leur propre tromperie, et ce n'était pas mon fardeau de le reconstruire pour eux. J'ai fermé les yeux, respirant la nuit tranquille, reconnaissante d'avoir préservé mon intégrité et finalement trouvé la paix. Je n'ai jamais pensé que la dernière page de l'histoire de ma famille serait écrite dans solitude. Mais ici, je me tiens sur la crête de cette réalisation. Après la réconciliation provisoire de Clarissa et le plaidoyer silencieux de Tessa, que je suis revenu avec silence, je me suis installé dans la paix qui vient du choix de soi. 2 mois après la crise de Clarissa et la demande ratée de Tessa, je me suis réveillé avant l'aube et je me suis glissé dans le garage où mes outils de travail du bois attendaient. L'odeur de la poussière de pin et de l'huile de lin m'a accueilli comme un vieil ami. J'ai sélectionné une planche en acajou, le genre que j'avais toujours imaginé utiliser pour une pièce spéciale, et je l'ai transportée dans le workbench. Alors que je mesurais et marquais, j'ai pensé au pont. Comment une fois qu'ils ont connecté les gens, comment ils pourraient brûler au-delà de la traversée en toute sécurité et comment parfois le meilleur chemin à suivre consiste à construire quelque chose de complètement nouveau. Mes mains se sont déplacées avec une confiance pratiquée, coupant le bois le long des lignes épurées, les lames se déposant à travers le grain et la mémoire. Chaque rasage qui s'est éteint ressemblait à une petite blessure se fermant derrière moi. Au milieu du matin, j'avais façonné la planche dans la base d'un banc robuste. J'ai poncé sa surface jusqu'à ce qu'il soit lisse, puis j'ai commencé à ciseler des rainures douces pour un motif décoratif. Les mouvements répétitifs m'ont apaisé, m'ont rappelé que la création apporte la guérison. À chaque sculpture, j'ai ressenti une affirmation silencieuse que ma vie, une vie construite à partir de trahison, pouvait encore porter la beauté et le but. Vers midi, mon téléphone a bourdonné un message du groupe de randonnée que j'ai rejoint l'année dernière. Il prévoyait un randonnée d'automne le long du sentier Ridge et m'ont invité. Je m'arrêtai, regardant le banc que je fabriquais. J'avais une fois parcouru ces sentiers avec Tessa, en montrant des fleurs sauvages et en planifiant notre prochain anniversaire de célébration. Maintenant, j'ai envisagé de les promener avec de nouveaux amis qui ne savaient rien de mon passé. J'ai tapé, comptez-moi et a ressenti une vague d'anticipation. Alors que les lumières de l'après-midi inclinaient par la fenêtre de l'atelier, j'ai appliqué la première couche de vernis sur le banc, en regardant le grain de bois assombrir et briller. À ce moment-là, j'ai compris que la reconstruction n'est pas de revenir à ce qui a été perdu. Il s'agit de forger quelque chose qui se tient sur ses propres mérites. Le banc irait sur mon porche, un témoignage de la résilience, un endroit où je pouvais m'asseoir avec un café le matin ou accueillir un ami pour une conversation tranquille. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon, le banc nouvellement assemblé brillant doucement sous la lumière du porche, visible par la fenêtre. J'ai ouvert un livre que j'avais commencé il y a des mois, mais je n'ai jamais terminé. Fiction, évasion, histoire d'un protagoniste surmontant l'obscurité. J'ai lu quelques pages et fermé le livre, réfléchissant à mon propre récit. J'avais été le héros et la victime, le constructeur et le disjoncteur. Mais maintenant, j'étais simplement le narrateur, choisissant les scènes à emporter. Il n'y a pas eu de réunion triomphante avec Tessa ou un montage de fille hyper parfaite. Pas de grandes excuses ou d'étreintes en larmes. Au lieu de cela, il y avait une acceptation silencieuse. Ce pardon n'oblige pas la réconciliation et l'amour ne demande pas la présence. Ma fille trouverait son chemin où elle ne le ferait pas. Mon ex-femme forgerait son avenir où elle ne le ferait pas. Mais je vivrais le mien non pénétré par leur choix. Je me tenais, me dirigeais vers la porte d'entrée et tournais le pendu. Ce soir,
quand je l'ai recouvert, je montais sur le porche et m'asseyais sur ce banc pour la première fois. Je sentirais l'air frais du soir, écouterais les grillons chanter et je savais que ce moment, l'immobilité, la solitude n'étaient pas vides. C'était ma fondation. Le pont qu'ils ont brûlé ne pourrait jamais me ramener à eux. Mais cela m'a conduit ici à un sol solide sous mes propres pieds. Et en fermant la porte derrière moi, je murmurais dans l'obscurité, c'est là que je commence. Le banc grinçait légèrement sous mon poids, m'accueillant.